perfusion d'oxygène que donnent à la pêche industrielle les subventions publiques, le système s'effondre. Et il faudrait en fait que ce système s'effondre, au sens où il faudrait le transformer pour arriver à une pêche durable. Et aujourd'hui, la pêche n'est pas durable. Voilà, donc on a un ministre, Frédéric Cuvillier, qui est l'ancien député-maire de Boulogne-sur-Mer, donc c'est un port de pêche vraiment très industriel. Il a montré sa méconnaissance du milieu de la pêche, parce qu'il a été d'ailleurs questionné une fois à l'Assemblée nationale sur la pêche artisanale. Et puis il y a une vidéo, quand vous faites, je ne sais plus comment s'appelle la vidéo, mais si vous cherchez sur Google, la question qui fâche, ou je sais pas quoi, ou le moment de solitude de Frédéric Cuvillier, vous tombez sur cette vidéo où un député lui demande « Mais quid de la pêche artisanale? Comment vous comptez les aider et les représenter dans cette réforme de la politique commune de la pêche ?» Et là, on voit Frédéric Cuvillier qui regarde un peu à droite à gauche sur un conseiller pour venir l'aider, le tirer d'embarras, et il dit « La pêche artisanale. D'accord, grand moment de silence. Oui, alors, oui, enfin bon, il n'y en a pas beaucoup, quoi, en France. » Et là, c'est difficile parce qu'en fait, il y a 80% des bateaux en France qui font moins de 12 mètres. Et donc, les pêcheurs artisans, quand ils ont vu cette vidéo, parce qu'ils continuent, ils s'enfoncent, et il dit, d'ailleurs, oui, c'est 12 mètres là, c'est 12 mètres. Ah bon, vous êtes sûr? Oui, vous êtes sûr? Bon, d'accord. Et il continue, donc il fait là, et après il dit, mais 12 mètres, oui, bon, un coup de vent, et puis la barque se retourne, quoi. Et donc là, vous imaginez que le secteur de la pêche s'est quand même senti vraiment insulté, et puis a été très inquiet. Il avait vraiment des raisons d'être inquiet, parce que de fait, le ministre qu'on a n'a pas du tout défendu la pêche artisanale. La pêche artisanale n'est pas défendue politiquement, parce que tout bêtement, un pêcheur artisan, pas au sens de la définition française, parce qu'on a une définition hallucinante qui fait qu'on définit la pêche artisanale en France comme étant des bateaux de moins de 25 mètres. On est les seuls au monde à définir la pêche artisanale comme ça. Dans le reste du monde, c'est moins de 12 mètres. Et bien évidemment, le pêcheur artisan sur un bateau de moins de 12 mètres, il travaille. Donc il n'a pas de temps à consacrer, en effet, à déjà comprendre les règlements européens qui sont assez complexes, et à être dans des comités pour se faire représenter. Donc ils ne sont pas représentés. En gros, c'est ça leur problème. Donc les organes de représentation de la pêche aujourd'hui sont, depuis longtemps, on va dire, trustés par de la pêche industrielle. Et donc là, on a des armateurs, on a des capitalistes, on va dire vraiment au sens étymologique, qui s'occupent de faire en sorte que leur pêche, enfin leur entreprise continue à exister. J'ai écrit une tribune dans Ouest France mardi et j'ai appelé la pêche profonde, parce que la pêche profonde, c'est ce système industriel poussé à l'extrême dans son délire, parce qu'on est dans l'extrême des écosystèmes. Donc des écosystèmes, il faut imaginer qu'on va pêcher aujourd'hui jusqu'à 1500-1600 mètres de profondeur. Donc dans des écosystèmes où il n'y a plus de lumière, à partir de 200 mètres, il n'y a plus de lumière dans les océans, donc évidemment il n'y a plus, du coup, il n'y a plus de plantes, il n'y a que des animaux. Et du coup, on est dans des faunes, on est dans des écosystèmes avec des faunes qui attendent que la nourriture leur tombe de la surface, donc dans des extrêmes longévités, dans des extrêmes vulnérabilités. Et là-dedans, dans ce noir total, cet attentisme, j'ai eu la chance de plonger en profondeur, et on voit les animaux, ils sont dans le noir, quoi, donc ils ne se poursuivent pas, il n'y a pas de lumière, donc, puis il n'y a pas de quoi, on va dire d'un point de vue biologique, il n'y a pas de quoi soutenir une poursuite, c'est pas les thons, les espadons comme on peut voir en surface. Et donc ces animaux qui vivent jusqu'à 80, 100 ans, qui peuvent jeûner pendant des semaines, on leur envoie ce qu'on fait de plus extrême en termes de développement technologique. Des énormes filets qui passent à 1500 mètres de profondeur et qui raclent tout de façon donc non discriminatoire. Et évidemment, on a par exemple les records de longévité avec des coraux qui vivent jusqu'à 4200 ans, le record de longévité animale sur Terre. Donc on détruit notre patrimoine, ça n'a déjà pas de sens parce que c'est comme si on faisait passer des énormes bulldozers sur les pyramides d'Égypte, les sarcophages, les momies, ça nous poserait déjà un problème, on va dire, éthique, culturel, naturel, quoi. Mais ça n'a non plus pas de sens d'un pur point de vue, on va dire, utilitariste, parce qu'en fait, évidemment, ces animaux possèdent des modes de défense par rapport à un milieu qui est très hostile, qui ont des tas de choses à nous apprendre. Il n'est pas du tout dit que c'est pas là, dans ces molécules-là, qu'on découvre pas la prochaine solution ou la prochaine antidote à la pandémie globale. Et on a déjà, en fait, découvert des mécanismes biologiques tellement épatants dans les années 70, quelque chose qui s'appelle la chimiosynthèse, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on a découvert en 77 des sites hydrothermaux avec des fumeurs noirs, vous avez peut-être vu ça à la télé. Bon, ça c'était une grande découverte française d'ailleurs, et c'est ça qui a relancé
le programme d'exploration dans l'espace, parce qu'on a compris que la vie pouvait se développer dans tous les milieux. Il suffisait qu'il y ait de l'eau, en fait. Donc voilà, ça, c'est le milieu, c'est un milieu fascinant, c'est le plus grand milieu sur Terre, et on le dévaste. Et donc nous, on s'attaque tout de suite, évidemment, à un règlement, parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne a proposé depuis juillet 2012 qu'on interdise la méthode de pêche, donc ce qu'on appelle le chahutage profond, les grands filets lestés qui sont donc absolument non sélectifs et absolument destructeurs. Donc on a un règlement sur la table au niveau européen, donc c'est une chance historique pour non seulement protéger le milieu le plus vulnérable des océans, mais aussi vraiment pour essayer, c'est pour ça que je demande aux gens de dire bon ok, même si ça vous est complètement égal qu'on détruise le patrimoine naturel de la planète, imaginez que c'est surtout une porte d'entrée pour essayer de changer le prisme qu'on a, et donc changer nos modèles d'exploitation, et changer nos modèles économiques par rapport à la pêche. Puisque là, c'est l'extrême, hein, et comme c'est un exemple qui est extrême, tout le monde peut le comprendre. On a des énormes bateaux industriels, c'est ce que je décrivais donc dans cette tribune Ouest France, que je disais que c'est un modèle de Ponzi, vous voyez, un scandale à la Madoff. C'est-à-dire qu'on a des bateaux industriels qui ne sont pas rentables, pourtant ils sont subventionnés. C'est qu'on est tout le temps obligé d'injecter de l'argent dans ce système capitaliste qui, quand on lui retire les subventions, s'effondre. Et mais malgré, et c'est ça le summum de la pêche industrielle profonde, c'est que malgré les systèmes de subvention, n'est pas viable. Et pourquoi il existe encore? Parce que là, il devrait y avoir une forme de solutionnement naturel, économique du problème, puisque malgré les subventions, il n'est pas viable. C'est parce qu'il est adossé à la grande distribution, puisque la flotte aujourd'hui majoritaire qui œuvre en profondeur, c'est la flotte d'Intermarché. Donc pour eux, c'est vraiment un accès à la ressource. Donc, et on regarde, on a fait une analyse de tous les comptes d'exploitation des quelques entreprises de pêche qui étaient encore concernées par la pêche profonde aujourd'hui en France. Et donc notre trésorier a fait ça, mais il sait faire ça, moi pas du tout. Et il nous a sorti en fait les résultats d'exploitation. Donc il y a les résultats globaux nets après impôt des entreprises, elles sont déficitaires. Mais quand parfois elles passent dans le positif, c'est parce qu'il y a eu une espèce d'accident comptable, quoi. Par exemple, il y a un bateau qui s'est échoué, il a été remboursé par les assurances plus que sa valeur, parce qu'il y a eu une petite magouille avec l'État, mais je ne rentre pas dans les détails, parce que moi ça me passionne, mais je vais peut-être vous endormir, quoi. Mais en gros, on est dans un système, c'est quand même un peu une association de malfaiteurs, ce qui se passe au niveau des subventions, pas de contrôle, ça va toujours aux mêmes acteurs pour des plans de financement d'actions qui sont non durables économiquement et qui ne sont pas durables écologiquement. Et donc aujourd'hui, voilà, on est dans ce cas de figure de l'extrême et on a besoin de soutien. Donc c'est là que je reviens à la pétition, puisqu'on vient de lancer une pétition qu'on a adressée à François Hollande sur le site de Bloom qui s'appelle bloomassociation.org. Il faut vraiment qu'on la relaie, il faut qu'on la signe, parce qu'on a vraiment, bon, à part les élus verts, alors je ne sais pas si vous avez débattu où sont mieux placés les verts dans le système, moi je les connais surtout au niveau du Parlement, mais on est mort sans les élus verts au Parlement européen, quoi. C'est les seuls qui sont complètement censés d'un bout à l'autre sur l'ensemble des règlements. Et on a besoin d'élus verts au niveau européen. Mais c'est bon, je vais plaider pour ça, parce que j'aimerais bien que la réponse soit la même dans l'ensemble de la nation française et qu'on puisse scorer très fort. Je dis on, parce que là, pour le coup, comme ce sont des alliés totaux pour nous, puisqu'il n'y a jamais de magouille politique, les élus verts au Parlement. On ne va jamais perdre la voix d'un élu vert sur quelque chose qui est une évidence économique et écologique. Alors qu'on peut perdre, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, on a une élue socialiste au Parlement européen qui s'appelle Isabelle Thomas, je la cite volontiers, je peux vous dire que j'assume 100 000%, parce qu'elle a une politique qui est totalement alliée, d'une part, avec la droite, alors qu'elle est socialiste, et totalement alliée avec les lobbies de la pêche. D'ailleurs, il y a eu une audition au Parlement européen, à la commission de pêche du Parlement, lundi après-midi, le 17 juin, et chaque fois qu'un représentant des lobbies industriels prenait la parole, il disait « D'ailleurs, je remercie Isabelle Thomas de m'avoir invité, etc. » Je disais « ça va, quoi, ça suffit. » Donc pour vous dire que voilà, ça, les Verts, jamais, ils ne font jamais ce genre de coup pendable, quoi. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'alliés forts qui sont dans le réel, quoi, qui ne sont pas dans les stratagèmes, je vote pour ton règlement pourri, mais tu vas voter pour mon règlement. Il n'y a jamais de ça avec les Verts. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'élus verts au Parlement. C'est pour ça qu'on a besoin que vous votiez pour notre pétition et que vous la relayez un maximum, parce que c'est un peu la solitude en ce moment sur les océans profonds, mais les choses ont changé le 8 juin. C'était d'ailleurs la journée mondiale des océans, personne ne le sait. Mais on a fait paraître dans Le Monde un appel à François Hollande qui a été signé par Pascal d'ailleurs et par d'autres personnes de tout parti
Anne Hidalgo, Nathalie Kosciusko-Morizet, Joanneau, Robert Badinter, enfin vous voyez des personnalités politiques variées, pour dire à François Hollande, là il faut quand même se positionner. Et alors j'avais un SMS ce matin, quelqu'un à l'Élysée qui me disait l'appel a fait grincer. Tant mieux, c'était tout à fait l'objet de l'appel, c'était pour dire mais attendez, on ne va pas laisser la politique de la pêche être décidée par un ministre qui est pieds et poings liés avec les lobbies industriels depuis toujours, c'est son fief électoral, ce sont ses appuis électoraux, sans qu'il y ait un minimum de prise de conscience et de faire monter un petit peu la pression citoyenne, quoi. Donc voilà, je pourrais vous parler pendant des heures, mais j'ai pas envie de... Non, mais écoute, merci beaucoup Claire de ton intervention. Et justement, je vais t'expliquer quand même, parce que tu l'as pas mentionné tout à l'heure, mais notre ami Jean-Paul Bessé, qui a également signé, et Jean-Paul qui s'est beaucoup battu à la commission pêche du Parlement européen. C'est tellement une évidence que je voulais mais pas... oui, je sais que je sais tous les liens qui unissent à Jean-Paul, mais c'est pas une raison pour qu'on ne le cite pas sur ce travail. Merci beaucoup Claire. Donc j'ai bien noté. Oui, enfin ça va, on va se détendre. Hein. J'ai bien on arrive en fin de. Mais enfin bon, tout de même, on a le droit de dire qu'il y a des liens effectivement d'amitié très forts qui unissent Claire et Jean-Paul. Jean-François, tu voulais redire un mot et puis après il sera temps pour moi de conclure et d'ouvrir l'espace du bar. Une minute parce que c'est... Ah oui, on avait dit 19h, on est pas loin. Encore une fois...